Voilà, merci beaucoup. Merci Louise et Corinne pour l'introduction et la présentation qui resitue l'exposé que je vais vous présenter dans ce parcours du développement du cerveau chez le petit, de la naissance à l'adolescence. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chères consoeurs et confrères, je vous remercie aussi d'être venus nombreux, en dépit du beau soleil, des terrasses et des jardins attrayants, et d'être venus assister à l'épopée des 1000 premiers jours. Bon, je suis également, pour ma part, très heureuse d'être là pour communiquer toutes ces connaissances qui, au jour d'aujourd'hui, restent encore à connaître du grand public et des professionnels. Ah oui, je dois faire avancer. Voilà. Alors... Donc, le titre que j'ai choisi est assez évident. Donc, les 1000 premiers jours sont une période de plasticité déterminante et inédite pour prendre soin de la santé et de la santé mentale, mais de la santé au sens global aussi du terme des bébés. Alors, voici le menu que je vous propose ce soir. Il est peut-être un peu copieux, mais j'espère que vous ne ferez pas d'indigestion. Et on va essayer de l'alléger, en tout cas de le rendre léger. Voilà. Je commencerai par une définition de ce que sont ces 1000 premiers jours. J'enchaînerai ensuite avec les 4 principes fondamentaux du développement cérébral appliqués à cette période. Pour terminer cette introduction, je ne vais pas trop m'appesantir puisque Christophe Baréa a, lors de la première conférence, je le vois là-bas, déjà fait un beau parcours avec vous du développement du cerveau à cette période, je pense. Donc, je terminerai par les fonctions cérébrales en développement au cours des 1000 premiers jours. Et puis, nous lancerons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, pour moi, pédopsychiatre, c'est vraiment cette notion d'interaction et de communication parent-bébé qui va, à proprement parler, façonner le cerveau à la fois dans son contenant et son contenu. Ensuite, nous aborderons les signes de détresse présentés par le bébé confronté à l'adversité et au stress précoce toxique. On le verra, mais on a malheureusement, par le Covid, la pandémie, connu vraiment un effet catalysant de facteurs de stress précoce toxique sur le développement du bébé, avec les conséquences que ça a pu avoir, et en particulier sur la psychopathologie du jeune enfant, dont je vous dirai je vous dirai un peu plus qu'un mot. Et enfin, nous terminerons par la prévention et les interventions thérapeutiques spécialisées. Voilà. Donc, sans tarder, les 1000 premiers jours. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, c'est une période de la vie qui commence de la conception aux 2 premières années de l'enfant. C'est un concept scientifique qui met en évidence une période clé pour le développement de l'enfant en termes de santé et de bien-être. C'est aussi un rapport de
la commission d'experts présidée par Boris Cyrulnik en 2020, à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Rapport, je pense que nous avons photocopié, il est là, et qui est rempli de recommandations vraiment très inspirantes. C'est aussi une nouvelle politique de santé publique en France, conçue autour des besoins de l'enfant et de ses parents. Et c'est une politique également très inspirante, qui, j'espère, inspirera également notre gouvernement, parce qu'on est un peu en reste de ce côté-là. Alors, schématiquement, comme vous pouvez le voir sur la slide, il y a environ 270 jours destinés à la grossesse, puis 365 jours pour la première année, quand l'enfant n'est plus dans l'utérus mais dans les bras de sa maman, schématiquement. Hein. Et puis la seconde année, de nouveau 365 jours, où là, le bébé va se préparer à parler, à développer le langage et aux premiers comportements, aux premières habilités sociales. Alors, je pense que c'est important pour comprendre ce qui va suivre, et en particulier les caractéristiques des interactions et de la communication précoce, en termes de dialogue et de dialogue cérébral. Bon. Donc, il faut savoir que le bébé humain naît particulièrement immature, puisque peu de structures cérébrales sont matures à la naissance, à l'exception, bien sûr, des fonctions élémentaires de respiration, rythme cardiaque, etc., qui sont soutenues par le tronc cérébral. Donc, on peut dire que dans l'espèce humaine, le développement du cerveau est peu déterminé génétiquement. Ceci amène une immaturité et une dépendance importante à l'environnement, avec comme point fort, évidemment, cette capacité d'adaptabilité, et comme point faible, une fragilité et un développement défavorable dans les conditions d'adversité dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, une autre caractéristique, c'est que le temps de croissance cérébrale entre la naissance, même dans l'utérus, mais entre la naissance et l'âge adulte, auquel est soumis le cerveau dans son interaction à l'environnement, est long. Et donc, il va y avoir réellement des traces, comme je le disais tout à l'heure, en termes de contenu et de contenant cérébral. Il va vraiment y avoir l'environnement va vraiment sculpter le cerveau, en réalité. Un autre point important à bien avoir en tête, c'est que dans ce temps long d'interaction du cerveau avec l'environnement, il y a vraiment deux périodes critiques pour le développement intense. Il y a cette période des 1000 premiers jours où là, il y a vraiment un bouillonnement neuronal, avec une période très intense de construction de toutes les structures cérébrales. Et d'ailleurs, le cerveau va gagner conséquemment en taille et en poids, avec aussi la possibilité, quand l'environnement est particulièrement adverse, des structures qui vont diminuer de volume aussi. Et puis, une autre période critique dont nous parlera, je suppose, et j'imagine bien Françoise Dominé, c'est l'adolescence, où là, il va y avoir ce remaniement important des structures.
Alors, donc, la maturation des différentes régions du système nerveux va se faire selon un rythme et des poussées de croissance propres. Donc, si vous voulez, les régions différentes vont aussi avoir des périodes de sensibilité propres sur lesquelles les circonstances adverses vont jouer. Donc, je veux dire, par là, bon, si on prend par exemple l'impact des médicaments, il n'est pas le même selon selon qu'on se trouve en début de grossesse, au premier trimestre ou en fin de grossesse, hein, vous savez ça. Donc on va vraiment avoir une hétérogénéité d'impact avec des conséquences sur les différentes structures qui mérite encore des explorations. Le développement du cerveau humain postnatal est particulièrement sensible aux stimulations relationnelles. Hein. Ça, je pense que vous l'avez compris à travers ce que je vous ai annoncé. Et les stimulations relationnelles, le cerveau du nouveau-né est particulièrement sensible à les stimulations qui viennent de son environnement le plus proche, à savoir son caregiver principal. Donc, c'est comme ça d'ailleurs qu'il va définir lui-même ses figures d'attachement et un style d'attachement pour la suite. Voilà. Donc, je vais essayer d'avancer un peu, mais le développement du cerveau se fait par étapes. Bon, je vais de nouveau pas trop insister, mais c'est un développement qui progresse de l'arrière vers l'avant et de bas en haut avec le tronc cérébral, le diencéphale, le système limbique, puis le cortex. Alors, la maturation est plus précoce dans l'hémisphère droit jusqu'à 2 ans et il y a un début de maturation de l'hémisphère gauche, à partir de 2 ans. Donc, ça va amener quoi, finalement? Qu'à 2 ans, l'enfant aura acquis des compétences majeures sur le plan moteur, la régulation des émotions aussi, avec, in fine, l'acquisition des compétences sociales de base pour pouvoir entrer à la maternelle. Et ça se passe quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il aura des capacités rudimentaires à réguler ses émotions, une notion rudimentaire du temps qui passe, une gestion de la présence-absence de ces figures d'attachement, la capacité à suivre une consigne et la possibilité de négocier avec des compétences sociales simples. Alors, oui, ça c'est évidemment très important, c'est l'influence de l'environnement sur les systèmes génétiques avec la notion d'épigénétique. Hein. Donc, je suppose que ce sont des notions dont vous avez entendu parler. Donc, c'est que... alors d'une part, le développement ou le sous-développement de certaines zones va être favorisé par l'activation et l'expression de certains gènes ou leur répression à des moments spécifiques. Alors, l'environnement, c'est large. Hein. Il y a bien sûr les hormones, il y a le régime alimentaire, il y a des substances chimiques, il y a les relations interpersonnelles dont je vais vous parler en particulier. Tous ces facteurs-là ont un impact sur l'expression des gènes. Et avec la possibilité de méthylation, même parfois de déméthylation, dans cette structure qu'on appelle l'épigénome. Et donc, comme Maurice Cyrulnik le dit très bien, avec toutes les lettres de l'alphabet, en fait, on peut écrire des romans très différents. Et c'est un peu ça, l'idée de l'épigénétique. Donc, voilà, je pense important aussi de mentionner que les effets épigénétiques peuvent persister jusqu'à 4 générations
même en l'absence d'exposition à la même situation environnementale. Voilà, il y a des études de plus en plus nombreuses et qui continuent sur ce thème. Et bon, il y a beaucoup de gènes à étudier si on veut les étudier dans leur méthylation. Alors, ce qui est évidemment aussi très important, c'est que on définit dans les 1000 premiers jours, hein, voilà, je pense que vous avez compris le message clé, une période d'opportunité pour les bases d'une santé et d'un développement optimal qui sont établis pour la vie. Et donc, c'est une période porteuse d'un immense potentiel en même temps que d'une vulnérabilité importante pour le développement et la santé mentale. Alors ici, voilà, hein, vous avez l'ensemble des facteurs environnementaux. Enfin, voilà, j'ai voulu une dia un petit peu plus exhaustive avec les conséquences sur la santé adulte. Donc à la fois, c'est toujours la même chose, hein, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc le capital santé, le bien-être physique, mental et social, versus les troubles du neurodéveloppement, de la santé mentale et toutes ces maladies non transmissibles, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies dégénératives, maladies inflammatoires, allergies, cancer et toutes les maladies neuropsychiatriques. Ah oui, troubles de la santé mentale, c'est... Je les avais déjà différenciés d'une certaine manière. Bon, donc le développement cérébral va comprendre une réorganisation progressive avec de plus en plus de complexité qui va impliquer la répression et l'élimination de modes de fonctionnement antérieurs puisque en fonction des stimulations exercées par l'environnement et les interactions précoces notamment, certaines connexions vont être perdues, d'autres distribuées, ce qui peut permettre l'émergence de nouvelles fonctions. Hein, ça, c'est de nouveau cette idée de l'environnement social précoce et de son effet sur l'organisation des structures cérébrales. Oui, donc le développement cérébral n'est pas quelque chose de continu, hein, je l'ai dit, je vais encore le redire, mais donc il y a vraiment l'interaction et les ajustements réciproques entre le bébé et l'environnement. Alors, on arrive à la fin de cette longue introduction. Le cerveau peut être divisé en 4 parties principales dont les développements se succèdent comme suit. D'abord, le tronc cérébral, on en a parlé tout à l'heure, qui est responsable des fonctions vitales et élémentaires in utero et dans les premiers mois postnataux. Ensuite, le diencéphale et le cervelet qui vont être responsables de la régulation du système nerveux autonome, du système hormonal, du sommeil et du contrôle moteur. 2-3 mois après la naissance, jusqu'à la fin de la première année environ, ce développement s'opère pendant cette période. Alors, le système limbique, lui, il va se développer dès les premiers mois et durant les premières années, et puis il va connaître une nouvelle poussée à l'adolescence. Et lui, il va jouer un rôle capital dans les émotions et la mémoire. Donc ça, c'est important aussi. Et le néocortex, fin de la 2e année et jusqu'à l'âge adulte, bon voilà, ça c'est toutes les fonctions supérieures. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que les compétences acquises à la fin de ces 1000 premiers jours, eh bien, outre celles qui concernent le système, donc les fonctions vitales, hein, on l'a dit, il va y avoir toutes ces compétences d'attention, de régulation des émotions, de mise en place des relations d'attachement en lien avec la régulation des situations d'alarme, la mémoire et l'apprentissage, les premières ébauches du langage et la construction de soi. Voilà, donc c'était pour vous tracer un peu
une espèce de cartographie finalement de ce qu'on peut attendre dans le meilleur des cas et quand tout se passe bien. Alors, comment parler des interactions et de la communication parent-bébé? C'est pas évident. Je me suis un peu demandé comment j'allais vous proposer les choses pour que ce soit intelligible et le plus compréhensible possible. Et donc, je me suis dit que j'allais vous parler de tout ce qui existait comme compétences, à la fois prénatales du côté du bébé, ensuite un peu plus tard, à la naissance, et que j'allais faire le pendant au niveau parental. Voilà. Donc, c'est vrai que parler des 1000 premiers jours et du cerveau, ça nécessiterait de parler du cerveau du bébé, de parler du cerveau des parents, des coparents également, ou des coparents, mais donc, et de leur interaction aussi. Et ça, en une conférence, c'est pas possible. Donc, j'ai choisi de plutôt vous parler en termes interactifs, en insistant, comme je l'ai fait d'entrée de jeu, davantage sur ce qui se passait au niveau du cerveau. Mais pour l'interaction, on va quand même voir un peu comment ça se passe des deux côtés, évidemment. Donc, dès avant la naissance, on sait que le bébé se prépare à l'interaction et à la communication, puisque on sait bien maintenant qu'à 8 semaines d'âge gestationnel déjà, les organes sensoriels commencent à se former et que le fœtus a une mémoire in utero pour les séquences de paroles, certaines qualités vocales qui vont être fréquemment et régulièrement présentées durant les semaines avant l'accouchement. Et la mémorisation, il acquiert aussi une mémorisation des odeurs et des saveurs. Hein, ça, en fonction de ce que les mamans mangent pendant la grossesse, le bébé, quand il naît, il reconnaît. Et donc, il développe un goût, une saveur pour certains aliments. Il développe peut-être même une préférence. Donc, à la naissance, les sens sont en éveil et la perception est déjà multisensorielle. Et on insiste beaucoup sur la continuité et la mémoire transnatale des capacités sensorielles. Donc, le fœtus va s'habituer aux sensations les plus familières. Alors ici, nous avons sélectionné 2 petites vidéos qui montrent ce que sont les mouvements orientés et les mouvements fœtaux. Je vais lancer la vidéo. Donc ici, ce sont 2 jumeaux. Donc vous voyez les mouvements qui sont assez... En fait, on voit... donc c'est quoi cette idée des mouvements fœtaux? On sait qu'au départ, il y a des mouvements qui sont... on pensait qu'ils étaient plutôt généraux, spontanés et réflexes. Et avec l'avènement de l'échographie en 3D, etc., on a pu s'apercevoir que peu à peu, déjà in utero, ces mouvements pouvaient se préciser et s'orienter vers la source des stimuli sensoriels. Et ici, en particulier, ce qu'on observe, c'est vraiment cette interaction entre les 2 jumeaux, hein, avec un qui peut venir en interaction avec l'autre, et on se rend compte que les mouvements, même si ça ne vous apparaît peut-être pas comme ça, mais sont plus doux quand quand ils sont dirigés vers le jumeau. Sinon, les mouvements généraux sont plus brusques et plus moins délicats d'une certaine manière. Je n'arrive pas à... je peux vous demander de l'aide, s'il vous plaît?
est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait alors pour faire défiler? Là, il y a des trucs. Non, on ne sait pas le faire. Ok. Ah, voilà. C'est bon comme ça? Ouais. Voilà, je laisse la flèche dessus. Ok. Donc, par exemple aussi, on a pu observer que le son de la voix maternelle a tendance à diminuer le rythme cardiaque du fœtus et l'amplitude de ses mouvements. Hein. Donc, on retrouve, par exemple, au moment où le bébé entend la voix de sa maman, plus de positions, les bras croisés, des choses comme ça. Idem, si la maman met sa main sur le ventre, le bébé va avoir des mouvements de la tête et des bras vers l'endroit de la source de stimulation sensorielle. Donc, il y a déjà des proto-comportements d'interaction, pourrait-on dire, in utero. Donc, voilà, vous avez vu la vidéo des jumeaux, puisqu'ils cherchent là activement l'interaction en se palpant ou en se donnant des petits coups de pied. Et la deuxième vidéo, là, c'est juste... voilà, ça marche. Une vidéo qui illustre les mouvements orientés vers la source de stimulation buccale ou nasale. Voilà. Alors, ça, c'était in utero. Donc, à la naissance, il a déjà de nombreuses capacités pour réussir la rencontre. On sait que les bébés préfèrent l'odeur de maman, les bébés préfèrent aussi les stimuli de visage humain. Melzoff est mort, c'est la dia là-bas, ont montré les capacités d'imitation aussi du bébé. Hein, tirer la langue, par exemple. Mais alors, il y a plein de gestes qu'ils savent imiter quand ils sont en état d'éveil calme, à quelques jours de naissance. D'ailleurs, ça avait fait le tour des congrès avec le bébé chef d'orchestre, hein, parce qu'il y avait des petits mouvements des mains comme ça qui répétaient. C'était vraiment adorable. Donc, le bébé a aussi une préférence pour la voix humaine. Ça, on le sait depuis un certain temps déjà. Alors, il y a eu des travaux, parce que c'est des anciens travaux, il y a eu des travaux plus récents et on a vu aussi que le bébé, il préfère l'adulte qui parle en le regardant plutôt que l'adulte qui tourne le regard. Hein, ça, c'est pas top pour lui. Il est capable de se coordonner vocalement et il peut apprendre aussi, parce que c'est quand même terrible quand tout de suite, il reconnaît sa mère, en fait, quand il sort du ventre de sa maman. Mais assez vite, il va apprendre à reconnaître le visage et la voix de son papa aussi, ou du coparent, si celui-ci est souvent présent en même temps que la maman. Donc, c'est vraiment cette idée aussi des apprentissages fulgurants qui sont en fait facilités par les invariants perceptif de l'environnement. Mais il ne faut pas que ça bouge trop, quoi. Il faut que ça reste invariable. Donc voilà, ça c'est un petit résumé des compétences précoces qui vont orienter le bébé de préférence vers l'entourage humain. La télé, c'est pas terrible. Je vous en parlerai après parce qu'on a eu quelques conséquences d'enfants très jeunes, de bébés mis devant la télé. Non, pour les interactions, c'est vraiment pas ça. Et en particulier, donc, il s'oriente vers l'entourage humain. Et en particulier, il a déjà tout ce qu'il faut pour reconnaître son père, sa maman et son papa. Donc, le visage, la voix. Et donc, le nouveau-né va être directement un véritable partenaire interactif. Hein, donc, au moment où il naît, tous ses sens fonctionnent ensemble.
Il est en apprentissage permanent, donc lui, il va radariser et il va vraiment identifier les invariants de l'environnement et il va les mémoriser, il va apprendre avec ceux-là. Seulement, il ne sera pas toujours un partenaire disponible, donc c'est vraiment important de repérer les moments où il est en état d'éveil calme, où il est régulé physiologiquement et où du coup il est disponible pour l'interaction. Alors, ça c'est évidemment très intéressant aussi, c'est que dès avant la naissance, le cerveau du parent se prépare à la rencontre avec son nouveau-né. Alors là, il y a de plus en plus, il y a déjà pas mal de choses qui sont publiées dans la littérature sur ce sujet, en particulier chez les mamans, de plus en plus chez les pères et les coparents. En Israël, il y a une étude sur les pères et les coparents qui montre également des modifications de l'architecture cérébrale. Donc ça fonctionne comment? Eh bien, ça on le sait depuis longtemps, hein, il y a une modification de l'imprégnation hormonale pendant la grossesse et cette imprégnation va toucher le cerveau des mamans. Et donc, il y a une augmentation de volume en postnatal avec une modification de l'architecture. Bon, il y a notamment une équipe à Genève qui étudie ça très bien. Avec différentes zones qui vont être concernées par ces modifications. Le cortex préfrontal, par exemple, et les zones impliquées dans le circuit de récompense vont... Donc pourquoi ça semble éthologiquement logique, puisque ce sont des zones qui sont appliquées dans les motivations, et les motivations à répondre à l'appel du bébé, et de bonheur quand bébé leur sourit. Bon. L'amygdale et le cortex singulaire antérieur, avec une régulation, ça va permettre la régulation de la détresse face aux pleurs du bébé. La zone du cortex préfrontal également va être modifiée et une zone associée à la prise de décision. Donc ça semble être en lien avec l'aide au choix de réponse la plus appropriée en lien avec leur bébé, et toutes les zones liées au sens aussi, odorat, goût, toucher, ouïe, vision, pour vraiment permettre un petit plus à l'aide à l'interaction. Voilà, donc je vous l'ai dit, ça mériterait vraiment plus d'approfondissement et ce n'est pas l'objet de la conférence ici, mais il y a vraiment des modifications qui d'ailleurs peuvent perdurer au-delà de la gestation. Parfois il y a un retour à la norme, enfin à l'antériorité, et parfois pas. Et certaines études parlent même d'un effet protecteur des maternités sur le vieillissement du cerveau. Donc voilà. Non, il y a d'autres facteurs qui interviennent, comme le manque de sommeil pendant, etc., qui peuvent jouer aussi dans le sens inverse. Mais voilà, c'est un sujet que je ne maîtrise pas très bien, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais en tout cas, des chercheurs s'y intéressent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on sait que dès la naissance, le parent va s'adresser à son bébé intuitivement, d'une manière qui respecte la distance de parole. Il va lui sourire d'une manière et il va s'adresser à lui avec une prosodie et une prosodie qu'on appelle le baby talk. Donc c'est vraiment une manière de parler très spécifique. On ne parle pas à un bébé comme on parle à un adulte. Ah, mon petit chou. Enfin, là, je le fais pas bien, mais il y a vraiment une manière d'amplifier ou d'accélérer le rythme de la parole ou de le ralentir. Il va y avoir, donc, je suis en train de vous parler en fait des comportements parentaux intuitifs qui ont été décrits par des auteurs qui s'appellent c'est Monsieur et Madame Papouzek.
Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, il y a aussi l'exploration du corps du bébé et la préoccupation du bien-être du bébé. Et alors, c'est très intéressant parce que ces comportements-là, en fait, ils sont activables en prénatal, les comportements parento-intuitifs. Et d'ailleurs, il y a un outil qui s'appelle le LTP prénatal que nous utilisons au service diapason d'Herstal à la IGS, qui permet de mettre en évidence dès le prénatal, donc dès la grossesse, en fin de grossesse, les comportements parento-intuitifs. Alors, ça a vraiment un intérêt parce que non seulement ça les active, et donc c'est pas mal. Et d'un autre côté, quand c'est un peu compliqué, dans des familles où on se dit oulala, il y a des facteurs de risque pour cette famille, on n'est pas trop certain de comment ça va se passer quand le bébé sera là, ça peut quand même être un levier thérapeutique intéressant. Donc, je vais vous montrer une vidéo là maintenant de parents qui sont passés chez nous il y a quelques années déjà, et qui ont accepté donc que les images soient diffusées dans le cadre de formation, de conférences. Donc je vais vraiment vous demander de ne pas prendre de photos, de ne pas filmer. D'ailleurs, le podcast ne les inclura pas. Mais regardez-les bien, parce que c'est vraiment très intéressant ce qui se voilà, un visionnage le plus adéquat possible de tous les comportements, des expressions du visage, etc. Et donc, on va leur demander d'interagir avec leur nouveau-né on fait un jeu de rôle, en fait, qui est, voilà, c'est la première rencontre avec votre bébé, madame est sortie de la salle d'accouchement, voilà, on vous l'amène dans la chambre, vous êtes tous les trois, c'est la découverte du bébé, et on va observer ces comportements parento-intuitifs, et on leur demande de jouer un, puis l'autre, puis ensemble, et puis de discuter de ce qui s'est passé. Ici, c'est juste un morceau du LTP, que j'ai choisi de sélectionner pour vous montrer les comportements parentaux intuitifs. Alors, comme vous pouvez le constater, on voit ces deux parents avec quelques différences, mais tous les deux appliqués dans la préoccupation du bien-être au bébé. Un baby talk et des sourires peut-être un peu plus marqués chez papa, mais qui sont là aussi chez maman. Le holding, orientation donc le portage et l'orientation est bonne aussi, adaptée, et on voit l'exploration du corps peut-être un peu plus chez papa, mais voilà. Donc c'est vraiment la démonstration que ces comportements-là, ils existent déjà avant la naissance, et on peut bien se dire que tout est là aussi pour préparer à la rencontre avec le nouveau-né. Alors, on arrive maintenant à cette rencontre et à ce qu'on appelle la synchronie. Je suis désolée de vous, je pense que ça fait peut-être beaucoup de concepts, j'essaye d'illustrer au fur et à mesure, mais c'est vraiment très important de comprendre qu'il existe une adaptation dynamique et réciproque des états émotionnels et des comportements des partenaires interactifs. Et c'est comme une danse, en fait. C'est comme une danse. Et au plus cette danse que l'on observe, parce que au plus elle est fluide, au plus elle est réciproque, eh bien ça permet vraiment, ça aussi, ça intervient dans cette sculpture du cerveau, mais ça va vraiment permettre une acquisition de compétences sur lesquelles je reviendrai au fur et à mesure du temps qui passe. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, la synchronie, elle va vraiment varier en fonction, c'est-à-dire que les tâches de la synchronie vont varier en fonction de l'âge du bébé,
Mais d'une manière générale, c'est vraiment cette question de comment on se répond et comment le parent va permettre, en fonction de l'âge de l'enfant, parce qu'on est quand même avec une personne mature versus un petit immature, comment le parent va permettre aussi à l'enfant va réaliser cet échafaudage, c'est-à-dire comment il va être là, soutenant, mais en même temps, il va le stimuler juste un peu au-dessus de ce qui est nécessaire, de ses acquis, juste un peu. Et donc, je vais vous montrer une vidéo qui illustre cette synchronie chez un petit garçon de 18 mois. Hein, c'est un petit qui n'est pas, ce sont pas des parents consultants, donc je vous demande de nouveau aussi le plus grand respect pour ces parents qui ont accepté de partager avec nous leur intimité relationnelle. Qu'est-ce que vous ressentez là? Je vous entends rire, sourire. Bon, plutôt, ça a l'air plutôt positif. Ouais. Ben voilà. Donc, quand une synchronie est positive, en général, c'est ce qu'on ressent. On est content. Et la formatrice disait, parce que bon, il y a une formation à cette échelle de synchronie qu'on suit pour la plupart quand on travaille à diapason. Et donc, elle disait, c'est Chokotov, quoi. Ça fait du bien, c'est quelque chose qui fait du bien et on se sent affectivement heureux. Donc ici, si on doit analyser un peu l'interaction, on voit qu'il y a un tour de rôle, qu'il y a de l'attention conjointe, que la maman introduit le langage dans le jeu, qu'il y a du plaisir partagé. Et que la maman, voilà, quand l'enfant n'a plus envie du livre, elle n'assiste pas. Puis on voit avec le petit chariot cette notion d'échafaudage parental parce que le petit garçon s'est pas encore levé, que déjà elle a compris son intention d'aller au chariot. Et donc, alors elle lui donne des indices pour qu'il réalise la tâche. Voilà, c'est assez joli et ça montre bien ce à quoi je vais venir maintenant. Donc, cette notion de gains développementaux en lien avec la qualité de synchronie. Et donc, il y a une auteure qui a théorisé ça et qui a c'est Ruth Feldman qui a fait beaucoup de travaux sur la synchronie parent-enfant et en particulier sur la synchronie biocomportementale. Et donc, voilà, elle montre vraiment, en fonction de l'âge de l'enfant, les gains développementaux qui sont acquis. Bon, il y a d'autres auteurs comme Patricia Crittenden aussi qui a beaucoup étudié cette synchronie chez les tout-petits. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. C'est un peu quelque chose qui nous est apparu. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous avez vu? Donc, le bébé synchronise sa respiration, ses mouvements respiratoires au mouvement respiratoire de sa maman. Et donc, ça, c'est un phénomène, bon, nous, on l'a attrapé comme ça en regardant la vidéo, on s'est dit, oh, eh ben voilà, c'est une illustration de la synchronie biocomportementale. Donc, c'est une autre fonction un autre processus, pardon, qui existe, c'est que qui a été mis en évidence déjà il y a très longtemps par des études éthologiques chez les animaux sociaux. C'est que ce phénomène de synchronisation, il est présent chez les fourmis, il est présent chez les oiseaux migrateurs. Il y a aussi une synchronisation hormonale dans les couvents, où les
bonnes sœurs ont leur menstruation en même temps. Donc, c'est quoi cette histoire? C'est vraiment un processus critique pour la survie du groupe et l'adaptation de l'individu à son milieu social. C'est un processus qui est, comme par hasard, médié par un vieux neuropeptide qui s'appelle l'ocytocine, que tout le monde connaît, et qui est présent chez les mammifères et chez l'être humain. Donc voilà, je vous donne quelques petites touches comme ça de la complexité en fait et à la fois l'intérêt, enfin de tout ce qui est mis en place finalement, de tout ce qui existe vraiment pour que tout se passe, on est programmé en réalité pour que la rencontre et la survie de l'espèce bien sûr puissent réaliser dans le meilleur des cas. Maintenant, il y a des accidents aussi. Qu'est-ce que vous ressentez là? J'ai pas entendu. Quelqu'un veut se lancer? C'est très anxiogène à regarder. Ouais. Et pourquoi? On l'aperçoit comme une menace pour son enfant. Mm-hmm. Vous l'apercevez comme une menace? Oui. Mm-hmm. En tout cas, voilà, on n'est pas à l'aise quand on regarde la vidéo. Ok. D'autres commentaires? Pardon? Elle ne sait pas quoi faire. Mm-hmm. Elle est impatiente. Oui. Donc, elle parle quasi pas, son bébé. Elle est assez intrusive comportementalement et elle n'a pas l'air de se rendre compte de ce qui plaît ou de ce qui ne plaît pas au bébé. Et alors, on voit en retour le bébé qui s'engage pas, évidemment. Il s'engage pas, lui. Il regarde pas. Il va pas donner d'input à la relation, puisque quelqu'un a dit je me sens pas bien, j'ai l'impression que c'est une menace. Peut-être que le bébé se sent aussi un peu comme vous. Et vous êtes identifié au bébé. Finalement, il subit ce qui se passe et il attend que ça se passe, lui. Et on voit qu'il se détourne à un moment donné, le bébé. Et donc, voilà. Donc ça arrive parfois. Et ce sont des situations qu'on peut avoir en consultation. C'était le cas ici. Alors, on en arrive à toute autre chose. Enfin... Donc, je vous ai montré des choses qui se passaient quand tout allait bien. Là, c'est une situation où le bébé est confronté à une forme de stress. Il y a des bébés qui sont confrontés à du stress précoce, toxique et chronique. Et on parle d'adversité dans ces cas-là. Alors, évidemment... les circuits neuronaux, quand il y a de grosses doses de cortisol, que ce soit dans le liquide amniotique ou qu'il sécrète lui-même parce qu'il est stressé après la naissance, ça a des effets sur le développement cérébral. Et si ce stress dure donc parce qu'il y a évidemment plusieurs formes de stress, et on dirait qu'il y a du stress positif, il y a du stress tolérable et puis il y a du stress toxique quand l'activation est prolongée et quand il n'y a pas de relation qui va absorber, faire tampon par rapport à ce stress. Alors, ça peut être quoi ces situations où le bébé est confronté à du stress? Alors, ça peut être des changements de rythme importants, ça peut être évidemment la perte des figures d'attachement, ça peut être un bébé qui a mal, ça peut être un bébé qui a faim, ça peut être du traumatisme, ça peut être... des sources plus indirectes comme le propre stress des parents, la dépression postnatale, des violences conjugales, des difficultés économiques, l'isolement social.
Bien sûr, hein, tout ce qui a trait à la toxicomanie et au comportement qu'on peut avoir quand on est sous influence d'alcool ou bon, les maladies psychiatriques, les traumatismes aussi et les réactivations traumatiques peuvent aussi causer de manière indirecte du stress chez l'enfant. Mais quand je vous parle de ça, vous n'avez pas l'impression qu'on... Donc en fait, on sort hein, d'une période particulièrement... qui a vraiment été un incubateur par rapport à ces facteurs de stress. La pandémie et le lockdown a vraiment accentué ces facteurs de stress. Et donc, nous, on a vu arriver dans nos consultations, qu'elles soient ambulatoires ou au niveau des équipes mobiles, vraiment des situations catastrophiques d'enfants qui avaient été soumis à tous ces stress. Donc, je parle de l'isolement des mamans, je parle de la dépression postnatale, je parle de ces parents qui vivaient dans des tout petits logements et qui se sont retrouvés en lockdown dans une promiscuité et des difficultés énormes, des préoccupations financières, la perte de l'isolement, donc pas de soutien familial, hein, puisque les aînés, on n'allait pas les voir de peur de les contaminer. Parfois, des aînés qui décèdent. Enfin, ça a vraiment été une période extrêmement, et je crois qu'on n'en mesure pas encore toutes les conséquences sur les bébés, sur les enfants, extrêmement perturbante et toxique pour les jeunes enfants. Alors, voilà, ça c'est... Je ne vais pas la faire trop longue là-dessus, mais c'est vraiment important d'avoir en tête que les bébés captent et réagissent aussi à nos états mentaux, hein, outre les sources directes de stress, il y a, je vous l'ai dit, les sources indirectes, donc nos émotions, nos tensions musculaires, bien qu'ils ne réagissent pas à nos mots. Donc, parfois, il y a des mamans qui viennent et qui disent mais je comprends pas, ou simplement, nous, on observe que l'enfant n'est pas comme à la séance d'avant, qu'il est insécurisé, qu'on ne sait pas le garder en séance et qu'il demande tout le temps à retourner. On a eu ça, voir sa maman dans la salle d'attente. On a eu, parce qu'on a des consultations pluridisciplinaires intensives au centre de réadaptation ambulatoire d'Herstal. Et donc là, dans ce centre, les enfants viennent plusieurs fois par semaine. Ils ont des problématiques complexes de développement. Ils ont entre 2 et 5 ans. Et là, on a eu un petit garçon qui avait vraiment connu une évolution très jolie. Et il est en difficulté. La semaine dernière, il était en difficulté, même cette semaine, je crois. Je ne sais plus. Oui. Il était en difficulté parce que sa maman vit de manière extrêmement anxiogène le fait de devoir devoir arrêter la prise en charge chez nous parce que ce bébé, il a ce grand garçon a 5 ans et quand on a 5 ans, on ne reste plus dans le même CRA. Si on a encore besoin d'un CRA, on doit changer. Et bon, bien que ce soit préparé avec la maman, voilà. Et cet enfant percevait toute l'anxiété, je pense, maternelle, avec vraiment beaucoup, avec des répercussions terribles sur son comportement. Et à la limite, on le revoyait presque avoir un comportement d'insécurité, de ne pas tenir en place, de vouloir se rassurer près de sa maman, comme au tout début. Or, ça fait 2 ans qu'on le suit. Donc, voilà, c'est assez important de bien avoir en tête que dire à un enfant ça va aller, en étant soi-même tout. Donc, l'enfant perçoit tout ça et il absorbe ce stress. Voilà, c'est une petite illustration. Alors, les adaptations du bébé. Oui, quand le bébé est soumis à tous ces facteurs, il peut
d'abord, et souvent, c'est ce qui se passe, le bébé va protester. Donc, il va devenir difficile, grincheux, il va moins bien manger, il va dormir moins bien. Donc, vous savez, les bébés, ils manifestent que ça ne va pas par leur corps. Hein, donc, un peu toutes sortes on va avoir toutes sortes. Il va pleurer, je l'ai dit, alimentation, voilà. Et il peut avoir aussi une activation de son système d'attachement, un peu à la manière de ces bébés qui veulent plus, on ne sait plus les laisser 2 minutes. Ils appellent tout de suite leur maman dès qu'il y a une toute petite distance qui s'installe. Et donc, si le stress persiste, le bébé va se mettre en retrait relationnel. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment très important parce que ce sont des signes en creux, des signes qui sont parfois pas toujours visibles pour tout un chacun, pour les professionnels y compris. Et il faut savoir qu'un bébé en retrait, c'est un bébé qui dit alarme détresse. Donc, c'est vraiment important de l'entendre. Et ce qu'il faut, alors, évidemment que le retrait il peut être lié à plusieurs causes. Je le disais tout à l'heure, un enfant qui a mal, il peut se mettre en retrait. Il ne faut pas crier au loup pour ça. Hein. Donc, mais il faut quand même être attentif que si à la consultation suivante, on le revoit en retrait, puis encore une fois en retrait, non. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est vraiment important d'être attentif. Et d'autant plus que si ces retraits sont répétés et chroniques, il faut avoir en tête qu'il y a une possibilité aussi, c'est ce qu'on a déjà vu et qu'on a commencé à voir à la vidéo précédente, c'est-à-dire si la synchronie est rompue, trop longtemps, le bébé va se mettre en retrait. Et donc, ça, on observe, nous, souvent la séquence trouble de la synchronie dyadique, retrait, et puis seulement retard de développement psychomoteur. Donc, c'est vraiment des signes très précoces. Hein, c'est pour ça qu'on y est attentif, c'est pour ça qu'on a mis en place dans les services tous ces outils d'évaluation. C'est pas pour se vivre plus intelligent qu'on fait ça. Ni pour perdre du temps, ni pour perdre de l'argent, mais c'est surtout pour identifier précocement et aider ces enfants dans leur interaction et ses parents aussi. Donc, oui, je disais les conséquences neurodéveloppementales qui arrivent plus tard. Donc, une expérience qui avait déjà, c'est Tronic qui avait fait cette expérience. Donc, c'est vraiment l'expérience du still face. Donc, on voit là une maman qui est avec son bébé et à qui on a demandé d'avoir un visage impassible. Si vous faites ça 2 minutes avec votre voisin alors que vous êtes en conversation, vous allez discuter, puis l'un d'entre vous va arrêter de discuter et va avoir un visage impassible, vous allez voir ce que vous allez ressentir. C'est pas très agréable. Moi, j'ai fait l'expérience, c'était pas très agréable. Et donc, il y a des bébés qui sont confrontés à ça. Dans quel cas, à votre avis? Dans quel cas est-ce qu'on peut avoir une maman qui a un visage impassible? La dépression, oui, on peut avoir ça. Ou bien, pardon? Maman psychotique, ou bien un trouble de l'attachement, bof. Ouais. Mais on peut, en cas de trauma aussi. Hein, trauma, dissociation, la maman, elle n'est plus là. Et le bébé, il rame. Hein. Et donc, voilà. Donc là, cette expérience avait mis en évidence un peu tous les signes qui vont être utilisés plus tard par Antoine Guédenet pour la création de son échelle. Là. Donc la perte d'expression faciale, la perte de vocalisation, la perte du contact visuel, moins de mobilité, et puis finalement, le bébé, il se détourne. C'est un peu ce qu'on observait déjà à la vidéo précédente. Alors, je voulais vous montrer ceci. Pas d'interaction. Ben non. En effet, le bébé est en retrait. Donc, il est silencieux. Vous voyez son visage très peu mobile. Hein.
il n'y a pas d'échange de regard. Bon, il a 8 mois, il devrait y avoir un tout petit peu de tour de rôle, il devrait jouer, il devrait y avoir le développement de l'attention conjointe hein, sur un jouet, un objet se développe à cet âge. Et ben non, il n'y a pas ça. Et maman, elle n'a pas l'air là du tout. On voit plus tard dans la vidéo que elle va s'occuper de lui, elle va le moucher, etc. Donc c'est une maman qui veut quand même prendre soin de son bébé, mais elle n'arrive pas. L'interaction, ça va pas. Voilà, donc ça, c'est évidemment un exemple tiré de la clinique où, de nouveau, il y a plein de facteurs malheureusement de stress. Une maman immigrée qui a connu, là il y a du trauma, il y a aussi, elle est déprimée, enfin il y a beaucoup de facteurs de stress précoce toxique pendant la grossesse, après, enfin il y a vraiment des tas de choses. Et je voulais vous montrer ceci. Le visage s'anime, il accroche le regard, il sollicite le jeu, il y a du plaisir partagé, il est capable d'imitation. C'est quand même vachement bien. Et ça se passe dans la même journée, dans la même maison, etc. Et donc, c'est juste pour dire attention, parce que, je veux dire, ces bébés, parce que moi j'entends souvent quand même, on va soigner la maman, ça va aller bien. Oui et non. Enfin, c'est important que maman aille mieux, bien sûr, il faut prendre soin des mamans et des parents, c'est évident. Mais il faut aussi stimuler cet enfant dans son environnement, il reçoit très très peu. Et donc, ici, c'est une collègue professionnelle de l'équipe mobile qui est psychomotricienne et qui passe à domicile pour stimuler cet enfant, pour jouer avec lui, pour lui amener des stimulations que par ailleurs maman ne sait pas lui apporter pour le moment. Et par ailleurs, voilà, il y a une autre, c'était la collègue qui filmait, psychologue, qui est là et qui va aussi, la maman avait un suivi par ailleurs, mais qui va aussi faire de la guidance avec maman et soutenir maman dans ce qu'elle vit de difficile. Mais voilà, je voulais insister sur cette importance de ne pas laisser le bébé seul, de ne pas oublier le bébé quand on travaille en petite enfance, on le sait. Voilà. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus. Hein, c'est tous les facteurs qui peuvent amener le retrait relationnel. Hein, ils sont nombreux. On en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il existe pour les professionnels des outils qui sont très intéressants, qui permettent la mise en évidence du retrait. Je pense qu'il y a pas mal de formations qui ont déjà été données dans le réseau liégeois, Réalisme, à la IGS également, autour de la DBB, parce que c'est bien, parce que ça permet de se poser. Souvent, on n'est pas à l'aise quand il y a un bébé en retrait, et on ne sait pas dire pourquoi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas à l'aise ? On s'empresse d'oublier son malaise, et on s'empresse d'oublier que le bébé est en retrait. Et donc, ils passent à l'as, ces bébés-là. Donc, à moins d'avoir un regard bien aiguisé, voilà. Donc, coder avec une échelle, ça peut aider à se poser un peu et se dire, dans le fond, est-ce que ce bébé, je l'ai vu me regarder une seule fois? Est-ce qu'au fond, ce bébé, est-ce qu'il avait une mimique qui bougeait? Est-ce qu'il avait une activité corporelle? Est-ce que il a vocalisé? Est-ce que la relation était là? Enfin voilà, ça permet vraiment d'objectiver les choses. Oui, donc il y a une échelle réduite pour qu'on peut utiliser en première ligne. Enfin, tout ça, c'est pas très important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les grandes idées. Donc voilà. Alors, ceci, ça illustre en fait l'impact
du stress précoce sur le cerveau. Alors, ce qui se passe aussi très souvent dans les services, c'est un peu l'idée que parce que l'enfant n'a pas de coups, l'enfant n'est pas abusé sexuellement, l'enfant, alors il va bien. Non. Il y a donc là, c'est un PET scan qui met en évidence l'atrophie, enfin donc l'atrophie, mais aussi la sous-activité des lobes frontaux et temporaux chez un enfant qui a été sévèrement négligé. Il n'a pas été battu. Hein. Donc, il n'a pas été battu et voilà l'état de son cerveau. Alors souvent, on est amené, enfin souvent, oui, il arrive malheureusement souvent dans nos services qu'on doit s'inquiéter du développement des enfants et parfois on n'est pas entendu, on n'est pas suivi quand on dit mais vous savez cet enfant-là, il est vraiment pas bien, il a besoin d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut le placer, mais il y a vraiment besoin qu'il y ait des intervenants, qui soient là, qu'il ait peut-être une famille de parrainage ou qu'il ait des endroits où il va pouvoir recevoir suffisamment de stimulation et où on va pouvoir diminuer les effets où il y aura moins de stress finalement, de stress précoce. Je vous ai dit, le fait de ne pas recevoir de nourriture, le fait de changement de rythme, le fait d'entendre des parents se disputer de manière chronique, c'est problématique pour le cerveau immature de ces enfants. Et donc, voilà, on ne va pas commencer à faire des PET scans pour objectiver la négligence, mais bon, il faudrait quand même qu'une fois pour toutes, on puisse se dire, quand il y a trop de facteurs comme ça a de stress précoce toxique, ça a un impact. Et donc, il y a des mesures à prendre. Bref. Voilà, donc une dia pour vous dire que, outre le fait comment dire, l'interaction, oui, ça amène son lot de stimulation, la synchronie, ça amène finalement des compétences développementales à travers le temps, mais ça amène aussi, et ça permet de réguler le stress. Donc, c'est-à-dire que la qualité de la relation va soit être un amplificateur de stress, soit un tampon. Et donc, ça, c'est vraiment très important aussi. Parce que quand on travaille avec... donc, ce que je veux vous expliquer ou simplement vous dire, c'est que les interactions, c'est très important dans le travail avec les tout-petits, en particulier à cet âge-là. Et donc, tout ce qui peut soutenir la synchronie, les interactions, la sensibilité parentale, on cherche à développer ça dans les thérapies conjointes qu'on fait avec les parents et les thérapies notamment de vidéo-intervention qui sont réalisées dans les différents services. Voilà. Donc c'est vraiment une cible importante quand ça va pas bien pour le travail. Alors, il y a aussi cette fameuse psychopathologie du jeune enfant. Alors, quand est-ce qu'on parle de psychopathologie ou d'indices comportementaux de troubles chez les petits? Eh bien, quand on repère des comportements qui sont inhabituels par rapport au développement normal dans un contexte culturel spécifique. Ces comportements rendent l'enfant difficile aux yeux des autres. Ils créent
avec vous, les parents ou les autres, une interaction frustrante. Ils sont observés dans différents contextes, ils persistent et ils causent, je disais, un dysfonctionnement quotidien chez l'enfant, chez les parents. Donc ça, voilà. Par contre, bon, voilà, ça c'est à l'opposé la définition de la santé mentale. Donc c'est quoi être en bonne santé? Ça s'identifie comment? En bonne santé mentale chez le tout jeune enfant, c'est toujours un peu particulier de définir ça, mais quand même, c'est la capacité de l'enfant à vivre, moduler, exprimer tout un éventail d'émotions, tant positives que négatives, de développer des relations proches et satisfaisantes avec les autres et d'explorer activement l'environnement avec l'entourage et apprendre. C'est l'environnement. Ouais, c'est l'entourage, bon, c'est comme on veut. Mais voilà. Alors, il arrive que les enfants, et je vous dis, c'est un peu triste d'avoir constaté ça, et on le constate encore maintenant, c'est vraiment tous ces enfants qui ont été soumis à cette pandémie dans des circonstances particulières de stress. Et donc, je vais pas vous embêter trop avec ça, mais juste savoir que la psychopathologie du jeune enfant, elle est lisible, elle est intelligible. Il faut juste qu'on se forme. Donc, moyennant ça, c'est repérable. Et c'est repérable, et c'est d'autant plus important que vraiment, il y a cette période plastique aussi chez eux. C'est pas parce qu'ils ont été soumis à du stress qu'on peut pas utiliser la période plastique pour le développement dans le travail qu'on fait. Voilà, donc ça, ce sont les 5 axes, hein, parce que vous doutez bien que le bébé, il ne dit pas « Attendez, je vais mettre en pause, c'est la santé mentale qui ne va pas, je vais mettre en pause mon développement psychomoteur ». C'est parfois ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tout se développe en même temps. Tout se développe en même temps chez le bébé. Et parfois, quand on voit arriver un bébé qui a des troubles fonctionnels ou un retard de développement psychomoteur, on ne sait pas très bien d'où ça vient. OK, on le stimule, mais on cherche un peu, parce que le bébé peut mettre son développement en pause aussi parce qu'il a du reflux gastrique. Donc, c'est important d'avoir une espèce de carte comme ça de l'ensemble de son fonctionnement, de sa santé, dans les différents... Alors ici, ce sont les axes, hein, donc on va un peu aller voir du côté de sa santé mentale à travers cette classification, et elle est bien intéressante. Ce qui se passe, on ira voir du côté relationnel aussi ce qui se passe, hein. Je vous ai parlé de la qualité de la synchronie, c'est vraiment très important, le niveau d'adaptation de la relation parent-enfant. On va aller voir ce qui se passe du côté de sa santé physique. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il entend bien? Est-ce qu'il voit bien? Est-ce que tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une maladie neurodéveloppementale? Est-ce qu'il n'y a pas de l'épilepsie? Bon. Bon, voilà. Les facteurs de stress psychosociaux, c'est important aussi, parce que ça va nous guider sur ouh là 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 là. Ok, on comprend, il y a eu tout ça. C'est pas pour rien que la rééducation est compliquée. C'est pas pour rien que ça prend du temps. Bon, et les compétences développementales, bien sûr, sur lesquelles on s'appuie pour le travail thérapeutique. Donc voilà, je vous ai juste mis en exergue là les troubles qui apparaissent en premier chez les tout petits dès 2 ans et parfois un tout petit peu avant. Donc il y a les troubles neurodéveloppementaux, les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil, de l'alimentation, du pleur, ça c'est très fréquent. Les troubles de la relation spécifique, hein, je vous ai dit, on sait vraiment identifier très finement la qualité de la synchronie via des formations, des échelles spécifiques, et ça nous aide beaucoup dans le travail que l'on fait quotidiennement. Alors, la prévention. Voilà, ce sont les diades de la République française. Bon, voilà. Parce qu'en Belgique, hein, en Belgique, on tarde. On tarde à comprendre que c'est une priorité, ces 1000 premiers jours. Et donc, il y a vraiment de belles choses qu'on pourrait faire. Ça me fait un peu... ça me frustre de devoir présenter ces dias-là et pas les dias que notre ministère nous aurait
Enfin voilà, dans le plan prévu par l'État belge. Donc, en tout cas, ça peut nous inspirer. Donc, ils ont décliné les choses. Eux, ils ont dit, il faut renforcer le parcours des 1000 premiers jours. Il faut fournir des ressources fiables et accessibles pour les parents et l'entourage. Il faut renforcer le parcours des 1000 premiers jours pour les situations de fragilité. Il faut donner du temps supplémentaire aux parents. Il faut améliorer l'accueil, la qualité de l'accueil du jeune enfant. Bon, ce sont de grands principes sociétaux et généraux et de santé publique, hein, donc c'est pas que juste de la santé. Alors, renforcer le parcours des 1000 premiers jours, par exemple, ils insistent dès le 4e mois de grossesse sur l'entretien prénatal précoce, qui permet de repérer les familles qui sont fragiles, hein, les familles qui sont fragiles, qui pourraient être isolées, qui pourraient... Donc, il y a le repérage des difficultés, l'orientation des parents. Bon, il y a tout ce qui concerne... ils ont financé des staffs médico-psychosociaux donc dans les maternités, et pour que les gens se parlent autour des situations problématiques, qu'il y ait des échanges. Je parle des professionnels. Et ils ont renforcé l'articulation hôpital-ONE, l'équivalent. Bon, voilà, ils ont renforcé les visites à domicile, ils ont renforcé les groupes de pairs, ils ont ciblé aussi comme une priorité le repérage et le traitement de la dépression postnatale. Hein, vous savez, 20% chez les mères, 10% chez les pères. Actuellement, moins de 50% repérés et seulement 10% traités adéquatement. Donc, on est loin du compte. On n'est pas les seuls, mais enfin, c'est pas pour ça qu'il faut continuer comme ça. Mettre à disposition des ressources pour les parents et l'entourage de l'enfant. Diffusion de messages clés, ça, il y a quand même, on est quand même englobé dans le projet PASS Interreg, où il y a quand même, Héloïse diffuse, hein, toutes les documents que PASS produit. Donc voilà, élaboration de messages de santé publique, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire en détail, vous reprendre toute la politique française, mais enfin, information fiable et personnalisée et des ressources disponibles et de proximité, ça c'est important aussi. Je regarde les coordinatrices de réseau réalisme parce que je me dis que c'est important. Enfin, c'est un travail aussi qu'on peut faire à l'échelle provinciale. Prévention de l'épuisement parental et développement de solutions de répit. Oui, ça c'est important. Donc vous savez bien que, oui, voilà, c'est important. Parce que l'isolement aussi, c'est ça, hein, c'est le meilleur anxiolytique, c'est pas le Temesta, hein. C'est le regroupement social, c'est la familiarité, c'est se retrouver avec des gens qu'on connaît. Moi, je me sens moins stressée quand il y a des gens que je connais dans l'auditoire. Mais voilà, c'est ça le truc aussi avec ces mamans isolées. C'est de créer tout ce qu'il faut pour qu'elles le soient moins. Et ça permet un meilleur développement des enfants. Alors, voilà, accompagnement dans les situations de fragilité. Bon, bien sûr, un accompagnement des futurs parents en situation de handicap, l'accompagnement des parents en grossesse, en postnatal pour les situations de vulnérabilité, on en a parlé. Voilà, ils ont repensé les congés familiaux et l'allongement du congé de paternité. Voilà, et ils ont amélioré l'accueil des jeunes enfants. Tout ça, c'est très important. Les interventions thérapeutiques, voilà, on n'est pas là pour entrer dans le détail, mais il y a du travail. Il y a du travail et on a beaucoup d'enfants en détresse, d'enfants qui présentent des psychopathologies. C'est difficile de le dire, mais c'est vrai. Et on n'a pas beaucoup de moyens et on est peu sur la place à
réaliser le job de traitement, puisque ce sont souvent des thérapies qui doivent être intensives, pluridisciplinaires, qui doivent inclure bien sûr les parents, l'interaction. Donc on travaille sur les différents axes là dont je vous ai parlé. Et voilà, on fait de chouettes choses, comme de la vidéo-intervention thérapeutique spécifique. Mais on est trop peu. Bon, je vais pas... Et il y a beaucoup d'enfants qui restent sur le carreau. Et ça, c'est inadmissible, je trouve. Voilà, donc les conditions de l'intervention, c'est bien sûr la rapidité, hein, le développement n'attend pas, l'intensivité, la répétition et le plaisir partagé, qui sont des conditions aux apprentissages durant cette période de plasticité intense. Alors, je vous remercie. J'espère que vous avez eu du plaisir. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et je vous renvoie également à quelques références pour aller plus loin dans la réflexion. Donc, je vous remercie pour votre attention, celle de toutes les familles que l'on voit tous les jours et qui contribuent à améliorer notre savoir et notre savoir-faire, et bien sûr à tous mes collaborateurs qui m'ont particulièrement soutenu dans la présentation de cette conférence. Voilà. Merci beaucoup, Dr Bezan, pour cet exposé très, très, très inspirant.